Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Healing and Love. Bon, si tu m'écoutes, je pense que tu rates quelque chose parce que tu ne vas pas voir notre invité. Mais bon, commence par écouter. Et aujourd'hui, comme je t'avais dit sur ce podcast, je vais recevoir de plus en plus de personnes. Ça ne sera peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, je fais l'effort de recevoir de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très, très, très influente et très, très importante. Les Canadiens la connaissent, les Ivoiriens la connaissent, mais toi, tu vas la découvrir aujourd'hui si tu ne la connais pas. Donc, Adnet Tonato, elle s'appelle. Pouvez-vous vous présenter Madame Adnet Tonato? Les Canadiens me connaissent. En tout Normalement. cas, bonjour William. Ok, bonjour tout le monde, tous ceux qui écoutent, qui vont regarder. Je m'appelle Adnet, donc je suis à Montréal, donc une vraie Montréalaise depuis 14 ans maintenant. Et en gros, j'aime l'amour, donc on me connaît comme ça. Donc tout ce qui touche à l'amour, les émotions, les événements. Je suis une hôtelière aussi, donc de formation plus formelle. Et puis c'est ça, ma vie tourne autour de ces choses que j'ai citées. Voilà. Ok, ben c'est top. Bon, déjà, tu as déjà commencé fort avec l'introduction. J'aime l'amour. Bon, on va commencer avec cette question du coup. Pourquoi tu aimes l'amour et d'où est-ce que ça te vient, le fait d'aimer l'amour? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est comme ça depuis un moment? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu arrives à t'identifier à cette fameuse phrase que tu viens de nous citer, j'aime l'amour? En fait, j'ai toujours aimé l'amour. Je pense que j'ai pris conscience de ça récemment dans ma vie adulte, en fait, j'ai envie de dire. D'accord. J'ai toujours été comme ça à la maison. En fait, ma mère aime l'amour. Donc, Ok. vu que je suis dernière d'une petite fratrie, j'ai toujours été avec ma maman, en fait. Donc, tout ce qui est de sa vie, en fait, sa façon de fonctionner, c'est comme ça que j'ai été, en fait. Elle donne aux gens, elle est tout le temps en train d'avoir des moments de qualité, elle veut toujours penser aux autres, elle est très altruiste quand même dans son caractère. Et c'est ça. Maintenant, après les gourmets, tout ça, malgré les gourmets, j'aime toujours l'amour parce que pour moi, je trouve qu'on ne peut pas vivre sans aimer l'autre. Voilà. Ok, ah, ben tu vois, Adette, comme je t'avais dit, on n'a pas de sujet particulier. Je laisse les invités pouvoir parler et intervenir sur ces sujets. Et tu dis quelque chose avec lequel je me bats avec plusieurs personnes en coaching et des gens ne seront pas d'accord. Comment, Adnet, tu peux dire que malgré les gourmets, j'aime toujours l'amour? Les garçons ne sont-ils pas des chiens? CHIEN. Les hommes ne sont-ils pas mauvais? Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je pense que ça n'a Bah pas non. toujours été comme ça. Donc déjà, comment se sont passés tes gourmets? Comment ça a commencé? Et qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, tu te dis à la fin de la journée, je reste une amoureuse de l'amour, une convaincue de l'amour, etc. Écoute, déjà, pour moi, de toutes les façons, je n'attribue pas, en tout cas, dans mon cerveau n'assimile pas, en fait, les déceptions au fait d'arrêter d'aimer, en fait. Ok, Moi, ok. je me dis, comme je t'ai dit tantôt, tu peux pas vivre sans love, en fait. Et quand je dis love, c'est pas juste les émotions. Sans fonctionner comme ça, sans aimer, sans partager ce style de vie avec quelqu'un, avec les autres. Ça, c'est ça. Maintenant, non, les hommes ne sont pas tous des... Pas du tout. Il y en a là, vraiment, c'est compliqué. Mais je pense que les femmes aussi, souvent, elles niaisent un peu là, mais bon. Et puis, en passant, hein, j'ai des petits mots québécois, donc voilà. C'est bon, hein, des mots bizarres. Donc, à part ça, j'ai envie de te dire que pour moi, quand on tombe dans une relation bizarre, je pense qu'on est aussi responsable. Donc, moi, dans ma façon de penser, je me dis, si je suis arrivée ou j'ai traversé quelque chose qui était bizarre, qu'est-ce que j'ai permis ou bien qu'est-ce que moi, j'ai pas compris aussi, tu vois? Donc, ça me Ok, permet de retravailler, reficeler les choses. Une fois que c'est rafistolé, écoute, on avance, quoi. C'est un peu ça. ok, ok. Bon, j'aime ton approche et je pense que cette approche-là, tu as dû certainement la travailler avec le Ouais. temps. Donc, on va prendre un cas pratique, un cas peut-être qui t'est arrivé et tout. Tu as parlé de si on est dans une relation qui est entre guillemets bizarre, c'est un peu pour nous, en tout cas de notre côté, il y a une part de responsabilité venant de nous. Et selon toi, selon ton analyse, selon peut-être les expériences que tu as connues, les gens que tu côtoies et tout, etc., qu'est-ce qui fait que justement on arrive dans des relations compliquées et surtout qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce type de relation-là? Plusieurs raisons. Mhm, Plusieurs raisons. Moi, je vais parler de ce que j'ai vu et j'ai expérimenté. On mhm, arrive dans des relations bizarres déjà parce que on a des petits trucs bizarres en nous, déjà, des façons de ok. penser,
des raisonnements, des aspirations, des désirs, des attentes aussi qui ne sont pas équilibrés, ou aussi tout simplement, quand je dis on a des petits trucs bizarres en nous, on a des petits aimants, comme j'aime dire, ou comme j'apprends de toi aussi, des choses en nous qui font qu'on attire certaines personnes ou certaines, enfin, en tout cas, certaines personnes qui nous mettent dans certaines situations aussi. Donc, Mhm. voilà. Et puis, pourquoi on reste dedans? Ben, il y a plusieurs raisons, par déni, parce qu'on ne veut pas travailler sur nous, on ne veut pas parler de Mhm. guérison émotionnelle. Mhm. On veut pas, voilà, on veut pas aller mieux parce que parfois, on ne croit même pas qu'il y a mieux devant pour nous, quoi. Il y a un problème. Tout ce qui touche l'estime, là, je passe vite, hein, mais tout ce qui touche Mhm. l'estime, l'amour propre et tout ça, là, voilà, si on ne travaille pas ça aussi, on ne sait même pas que il faut travailler ou comment le faire, bah, écoute, souvent, on reste dans ce genre de choses. Et puis, bon, il y a aussi l'aspect spirituel qu'on connaît aussi, qui fait que parfois, il y a certaines choses qui, quand on n'a pas fini de gérer, bah, on est pogné, Mhm. comme on dit au Québec, avec des cas sociaux. Ok. Bon, ben, ça, c'est top. Et du coup, là, ça fait 14 ans que tu es à Montréal, c'est ça, hein? Yes. Que tu es au Canada. Ok. Moi, on a dit, en tout cas, apparemment, c'est un préjugé, mais c'est quelque chose qui allait d'être réel, qu'on ne va pas au Canada pour se marier. Est-ce que tu confirmes, oui ou non? Oh ben non. Bon, en tout cas, non, pas du tout. Je connais plein de gens qui sont mariés. La preuve, c'est ça que je fais. Je ne fais que faire les Mhm. mariages des gens ici. Mhm. Mais c'est sûr que ici, c'est totalement différent de notre culture. Ça, c'est clair. Ici, Mhm. les gens se marient, hein, beaucoup, les Canadiens, les Québécois, mais Mhm. est-ce que c'est pour les mêmes raisons aussi? C'est Mhm. beaucoup plus administratif aussi parfois. Donc, en tout Ok. cas, aux yeux de la loi, pour un peu alléger certaines dépenses ou certaines choses. Alors que Ok. nous, dans notre culture africaine, en tout cas de Mhm. l'Ouest, de ce que je connais, on se marie aussi à cause de certaines raisons religieuses et puis aussi parce que tout simplement le mariage est compris différemment chez nous. Alors qu'ici, avec le côté individualiste, alors avec les mœurs aussi, voilà, de l'Amérique, bah, Mhm. ici, souvent, on se marie, bon, parce que, bon, déjà, parce qu'on doit faire la fête, parce qu'on doit signer un papier, OK, pour Mhm. pouvoir, comme j'ai dit, avoir certaines choses sur le plan civil. Et puis, Mhm. bon, il y a d'autres qui se marient par amour aussi, mais c'est un petit peu rare, quoi. Mais les gens se marient, hein. Qui a dit Ok. ça? Si vous venez au Canada, voilà, je commence. Si vous venez au Canada, ben, que vous trouvez quelqu'un, ce qui est un peu difficile Mhm. aussi la plupart du temps, bah, mariez-vous. Si vous voulez vous marier, il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Bon, au moins, on a adressé cette question-là. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est juste que j'ai vu des gens faire des débats dessus pour dire que si tu veux trouver l'homme de ta vie, Mhm. quelqu'un qui va t'aimer et tout, c'est pas au Canada que tu vas le trouver. Après, bien sûr, tu Mais sais en que les fait, gens ont tendance à faire des généralités. non, mais William, ici, pour trouver quelqu'un même, c'est quelque chose. Parce que les gens, en fait, ici, on fait très boulot maison, boulot maison. Donc Ok. déjà, même pour pouvoir sortir, c'est pas comme, par exemple, quand moi je vais, voilà, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, quand je vais souvent en Côte d'Ivoire, Mhm. je le dis souvent, hein, juste au coin de rue, là, en tout cas, quand je Mhm. rentre à la maison, je sais que j'ai au moins rencontré plusieurs personnes, là, on t'accoste, on te Mhm. parle, on prend ton numéro. Ici, c'est pas ça, hein. Ici, les gens ne Mhm. draguent pas. Ok. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Ne drague pas. Ok. Draguez-nous, s'il vous plaît. Draguez-la, draguez-la. Message passé, message passé. Ok. Et du coup, je voulais rebondir sur un élément que tu as donné. Après, tu as parlé justement des raisons administratives, tout ça, etc. Et toi, en tant qu'amoureuse de l'amour, le mariage, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi pour toi? Ben, là, bon, en tout cas, on va pas donner des réponses, ouais, des réponses protocolaires. Déjà, le mariage, c'est vraiment, pour moi, hein, hormis le fait que, on le sait, institution divine, tout ça, c'est Mhm. vraiment un accord commun, déjà, pour Mhm. pouvoir, entre deux personnes qui s'aiment, d'accord, pour pouvoir déjà rester ensemble toute la vie, faire une famille, Mhm. accomplir aussi le dessein auquel on est appelé à deux, en Mhm. tout cas pour les plus croyants. Mhm. Ça, c'est ma définition. C'est vraiment un partage aussi de plein de choses, de valeurs, on se partage énormément. La personne avec moi et moi, pardon, on devient, comme on dit, une seule chair, mais on devient vraiment des partners, des partenaires, Mhm. voilà, de vie.
Et puis, c'est pas seulement sur le côté papier, mais c'est vraiment dans tous les aspects de nos vies, quoi. Et maintenant, quand tu ajoutes le volet spirituel, bah, on sait déjà ce que c'est. C'est plus Ok. lourd là-bas. Voilà. Ok. Donc, je vais te titiller un peu plus. Tu as écrit un livre. Yes, Non, tu en as deux, je crois, non? j'en ai Voilà. deux. Le premier, c'était sur l'organisation des mariages, si je ne me trompe pas. Mhm. Et C'est ça, le MPL. sur, le deuxième, c'est sur. Le PPP, le deuxième l'a fait tellement parler. C'est quoi ça? En tout cas, le PPP, c'est Uh-huh. vraiment c'est pour les femmes célibataires, Ok. pour Ok. c'est un peu comme un cahier de poche, un cahier intime pour les aider, les accompagner en fait à faire un retour sur elles-mêmes avant d'identifier la personne qu'elles recherchent. Ok. Et PPP, ça veut dire quoi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore acheté le Ah, livre? le PPP, c'est le partenaire potentiellement parfait. OK? Ok. Parce que dans ma conception des choses, quand on se met en Mhm, couple, quand on se marie, on ne se marie pas avec une personne parfaite, vu que la mhm, perfection n'est pas de ce monde. Et mhm, comme je disais tout à l'heure, c'est le partenaire de vie qu'on cherche. Et puis le mhm. potentiellement, c'est juste un jeu de mots, quoi. Voilà, Ok, d'accord. Donc, pour que ça fasse PPP, en fait, c'est ça? exactement. Ok. Donc, toi qui as écrit justement le PPP, Annette, dis-nous, c'est quoi tes critères ou bien les éléments qui entrent dans ton PPP? On a parlé Mon d'amoureuse de PPP ou bien... l'amour, on a parlé de mariage. Non, de toi, de toi, de Ah oui? toi. Ah, Oui, ça, oui, c'est une oui. grande question, hein? Bon. Ah, mais il faut que tu nous montres de manière pratique comment tu as appliqué le PPP à toi-même. Bon, en même temps, tu sais, ça, c'est bien ce que tu dis. En fait, c'est pas juste tu prends le livre et puis, bon, ça sort, hein. C'est aussi à la Mhm. lumière de beaucoup d'échecs, tu vois, que j'ai Ok. pu aujourd'hui, ou je sais aujourd'hui, en tout cas, émotionnellement, spirituellement, ce que je recherche, et même physiquement Mhm. aussi. Mhm. Ok. Pour moi, le PPP, même si je parle d'amour, je suis un peu prudent. Bon, Mhm. le PPP, pour moi, c'est déjà un homme stable. Quand je dis Ok. stable, franchement, c'est un homme stable émotionnellement. Pour Ok. ma part, j'avais été ou j'ai rencontré avant des personnes qui n'étaient pas stables émotionnellement et j'ai payé vraiment les frais. Donc, je sais que le manque de stabilité n'est pas compatible, pardon, avec moi. Mhm. Donc, stable Mhm. émotionnellement, c'est-à-dire pas parfait, mais qui travaille sur lui, qui est intentionnel dans le fait d'avoir une santé émotionnelle, OK? Mhm. Santé émotionnelle et puis aussi santé spirituelle. Moi, je Mhm. suis, par la grâce de Dieu, croyante, donc c'est important pour moi, et comme je dis à mes FDG, à mes femmes de grâce, c'est important pour moi et pour nous les femmes de pouvoir travailler sur nous-mêmes et attirer pour pouvoir avoir à la maison, en tout cas, un père pour mes futurs bambins qui va Mhm. leur montrer quand même l'exemple, en tout cas pour demain. Mhm. Donc, stable Mhm. émotionnellement. Je veux pas le plus beau parce que c'est dans mon regard que moi, je veux le trouver beau. Donc, Ok. voilà, du moment où il me plaît à moi, où il est grand, je Mhm. fais 1,56 m, pardon. Donc, j'aimerais quand même. Mais non, attention, parce qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, ouais, mais ça, ce sont des détails. Ce pas des détails pour moi. Il doit me soulever. Oui. Donc, ah oui. Donc, quelqu'un, en tout cas, qui physiquement, je rigole, mais quelqu'un qui physiquement me donne l'impression, en tout cas, d'être sécu, quoi. Mhm. Sécuritaire. Mhm. Tu vois, nous, les trucs des femmes, là, émotionnellement stable, quelqu'un qui a des valeurs très, très importantes, pas des bonnes valeurs, pas n'importe quoi, Mhm. quelqu'un qui joue pas avec l'humain ou bien la fille de Dieu que je suis. Quand il va me voir de la façon dont moi je vais le voir aussi, c'est très important qu'il respecte la dignité que j'ai d'enfant de Dieu et vice-versa. Le respect, la bienveillance, les valeurs en tout cas qui sont très importantes aussi pour moi. Et puis quelqu'un qui aime mon Dieu, c'est important. C'est pas négociable. Et puis Mhm. attention, William, pardon, point Oui, vas-y. d'exclamation. Quelqu'un Mhm. qui, pas quelqu'un qui jase, qui dit non, j'aime Dieu dans la bouche. Mhm. Quelqu'un qui vit Dieu. Parce que je pense que, ça n'engage que moi, je pense que ce que Dieu Mhm. travaille en moi, bah, il veut aussi que la personne avec qui je vais être aime minimalement ça. Donc, Ok. c'est quand même important. Donc, à Est-ce tous que les c'est hommes qui dur écoutent là? et qui regardent ce podcast, à tous les hommes qui écoutent et qui regardent ce podcast, elle vous a déjà donné la feuille de route. Hein? Donc, messieurs, si tu te reconnais dans ces dires,
honnêtement, hein, pas genre, oui, c'est bon, je coche toutes les cases. Si je te reconnais dans ces dires, ne lui écris pas, écris-moi d'abord. Je verrai. Et si c'est bon, je transmettrai. Voilà, parce que non, dans Voilà, la ligne directe, là, tu n'as pas la ligne directe. Quand tu vas écrire, là, c'est quelqu'un d'autre qui va te répondre. OK. en tout Bon, cas. mais c'est top que tu aies mis ces éléments-là. Et moi, je vais parler un peu, pas pour les hommes, parce que je ne vais pas parler pour tous les hommes, je ne suis pas président des hommes. Moi, mon expérience, en tout cas, en tant qu'homme, pour travailler justement sur cette partie émotionnelle. En fait, je pense, et ça c'est mon avis, pour parler avec beaucoup d'hommes qui ne viennent pas forcément au coaching, mais juste échanger avec eux, il y a une mauvaise compréhension, mais une mauvaise conception de la masculinité chez nous les hommes. Tu vois, il y a un truc qui m'a aidé, une notion qui m'a aidé, c'est la notion d'énergie féminine, d'énergie masculine. C'est un exemple qui m'a beaucoup aidé à comprendre la dynamique de relation entre un homme et une femme, etc. Et souvent, en fait, ce que les femmes disent et ce que les hommes font ou vivent, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, tu as parlé de quelqu'un avec qui tu vas te sentir sécure. Comme tu as dit, c'est pas que physiquement, c'est aussi dans l'attitude, c'est aussi dans l'action, c'est aussi dans les faits, etc. Moi, je me souviens un jour, il y a une discussion avec ma femme qu'on a eue. Elle m'a dit, c'est pas parce que les factures sont payées que je me sens en sécurité. Mais ça, il faut que ton ego l'accepte et il faut que personnellement, tu aies envie qu'il y ait un changement dans ta relation pour que déjà même tu fasses cet effort-là pour changer. Ce que je constate, après, oui, je pense que les femmes ont leur part de responsabilité, c'est comment elles demandent à leurs hommes de changer. Ça, c'est chacune qui voit comment est-ce qu'elle fait. Mais c'est surtout que, peu importe ce qu'on te dit, si par exemple ton patron au travail te dit que tu es nul, ton travail n'est pas bon, etc., tu vas faire ce qu'il faut pour rester dans l'entreprise. Parce que l'intérêt que tu as derrière dans l'entreprise, il est important pour toi. Donc, oui, on va dire que oui, les femmes manquent de respect, parlent mal, etc. Moi, ça me fait sourire. Parce qu'un leader ne demande pas à être leader. Il le montre par l'exemple, il fait les efforts qu'il faut, etc. Mais aujourd'hui, je dis ça aux hommes, on dit que oui, on doit payer les factures, on doit se battre pour la famille, on nous en demande trop. Mais si on t'en demande trop, dans ce cas-là, il faut laisser le fardeau et puis passer à autre chose. C'est un choix aussi. Ou alors, c'est de se dire, OK, dans ce qu'on me demande de faire, là, quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que je peux faire pour que la relation s'améliore? Moi, tous les livres que je lis sur les relations, il y a des jours où je dis, Seigneur, heureusement qu'il y a Dieu, parce que quand je regarde mon background, j'ai l'impression que je suis à chaque année en train de rattraper des années de choses que je n'ai pas eues et que je n'ai pas eues. Après, c'est pas de ma faute si j'ai perdu mes parents, c'est pas de ma faute si j'ai pas vécu dans un cadre qui me permet d'avoir le minimum pour savoir ce que c'est d'être un homme, etc. Mais quand je vois les gens bomber la porte, dire ouais, moi je suis un homme, respecte-moi et tout, j'ai dit j'admire beaucoup ça parce que être un homme, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas juste ok, je suis un peu musclé, voilà, je fais 1,85 m, donc je fais 30 cm de plus qu'à net, je paye les factures, c'est bon, je suis un homme. Non, être un homme, moi, pour l'expérimenter au quotidien, ça fait peur. C'est pas un truc qui est joyeux, c'est pas genre un truc que tu kiffes. Ah oui, tu dois travailler sur toi, sur tes émotions et toi, etc. Non, tous les jours, tu te remets en question. Et je pense que ça fait peur à beaucoup d'hommes de se dire, en fait, je vais devoir faire face à moi-même, face à mes blessures, face à mes insécurités, face à mes peurs. Aujourd'hui, j'en parle en coaching, il y a une personne que je coach qui est revenue sur un épisode de podcast que j'ai fait sur les insécurités des hommes. Je ne sais plus tout ce que j'ai dit dedans, mais elle dit qu'elle a écouté ça 2, 3 fois, qu'elle a noté tous les trucs. Elle dit qu'elle comprend beaucoup de choses. Je dis, ne me dis pas la suite tout de suite. Il faut garder ça pour plus tard. Mais on a plein de choses qu'on a à l'intérieur de nous, avec l'éducation aussi qu'on a reçue. Hein. Oh, les hommes ne doivent pas pleurer. Donc, quand tu dis c'est un homme déjà, il se conditionne à ne pas exprimer ce qu'il ressent naturellement. Oui, les hommes, c'est la virilité. Tu dois être fort. Toujours, c'est ce qu'on te répète. Tu dois être fort, tu dois être fort. Donc, on associe le fait d'être fort avec le fait de ne pas avoir d'émotion. Sauf que toi qui as travaillé sur toi, qui travaille avec des gens et toi, etc., ne pas exprimer des émotions, mais c'est le début de ta mort, en fait. Tu n'as même pas besoin d'être mort physiquement. Tu refoules tes émotions pendant un moment, ça te détruit à l'intérieur. Et le problème qui en même temps, peut-être on va dire, ce que les hommes aiment, c'est travailler. Sauf que j'ai découvert que récemment, une psychologue en a parlé, les symptômes d'une dépression masculine, c'est quelqu'un qui s'enferme dans le travail. Mais quand je dis s'enferme, c'est-à-dire il passe tout son temps dans le travail plus que nécessaire. Oui, il va te dire c'est pour gagner de l'argent, parce qu'on accepte qu'il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Socialement, c'est accepté. Mais lui, seul, il sait ce qui se passe là-bas, qu'il est en train de travailler, travailler, travailler. C'est juste une façade, c'est juste une... non, pas escapade, c'est quoi le nom? C'est juste un moyen de s'échapper d'une sorte de Un réalité qui n'est pas prêt échappatoire. à affronter. Un échappatoire, voilà. Merci beaucoup. Et donc, moi, je pense que pour les hommes qui écoutent, ou bien même pour celles qui ont des maris ou des copains qui ont besoin d'écouter ce genre de choses, la clé déjà, c'est d'accepter qu'à son niveau, on a des choses à changer. Ce qui est difficile aujourd'hui dans notre société dans laquelle on est, avec les réseaux sociaux et tout le monde veut être le plus fort, le plus beau, le plus ceci, le plus cela. Mais accepter que tu dois changer,
C'est déjà un premier pas d'humilité. Ensuite, faire le travail pour décider de changer ce que tu dois changer, c'est une deuxième étape. Mais ces deux éléments-là, sans ça, les femmes vont toujours se plaindre, les gens vont toujours parler, etc. Et les hommes ne vont pas changer. Je pense que tu en as rencontré sur ton parcours. Mais Ouais. pour qu'un homme change, je ne sais pas s'il faut un déclic, je ne sais pas s'il faut quelque chose qui va le choquer pour qu'il décide de changer. Moi, personnellement, c'était le fait que j'ai 2 garçons, je n'ai pas vu mes parents ensemble et tout, etc. Je me suis dit, je vais me débrouiller pour être le meilleur père, le meilleur homme que je puisse être à mon niveau. Maintenant, si j'ai fait ce travail-là, je sais que je peux leur transmettre quelque chose aussi, au-delà de l'argent et des biens qu'ils auront, ça, c'est pas un problème. Mais si je leur transmets ça, eux aussi feront de même avec leur famille et ensuite leurs petits-enfants. Et si chaque homme décide de faire ça de son côté, ben, tu changes en fait la dynamique des familles dans lesquelles on est. Il y aura plus de familles dysfonctionnelles, de mères célibataires à gauche, de tout ça. Mais bon, bien sûr, je sais que c'est un peu utopique, tout le monde ne le fera pas. Mais si chacun à son niveau fait sa part, ben, tu peux changer petit à petit un environnement, un quartier, une famille, etc. etc. Donc, il y a ce côté-là au niveau des hommes, parce que vous, les femmes, on n'a pas besoin de vous supplier. Hein. Vous dites ce qui ne va pas, quand ça ne va pas, quand il faut pleurer, on pleure, quand il faut crier, on crie, il n'y a pas de souci. Les hommes, tout à l'intérieur, comme un coffre fort. Ouais. On stocke, on stocke. Sauf que le coffre fort, il a une capacité limitée. Le jour où ça dépasse, ça éclate. Et quand ça éclate, on est surpris. Ah, mais je ne savais pas qu'il pouvait péter les plombs comme ça. Lui, il savait. Ouais. Mais il n'a pas fait sortir ce qu'il fallait faire sortir. Et malheureusement, comme tu as dit, quand les gens ont des problèmes eux-mêmes émotionnels, et surtout avec des hommes qui ont des problèmes émotionnels, tu as l'impression que c'est l'homme de ta vie. C'est pas l'homme de ta vie. En anglais, on appelle ça trauma bond. C'est-à-dire que tu es lié au même trauma que lui, en fait. Exactement. Donc, c'est votre traumatisme qui vous lie. C'est pas l'amour. C'est votre traumatisme. Ah, vraiment, il était abandonné par sa mère. Toi aussi, tu as un peu le syndrome du sauveur. Ah, vraiment, je Mhm. serai avec lui pour qu'il change. Et puis, on se déchire comme ça à l'intérieur. Et après, on est étonné de certaines choses qu'on lit sur les réseaux. Des fois, moi, je ne suis plus étonné. Je dis, je ne suis pas étonné. Quand tu creuses à la base, à la racine, il y avait déjà un problème. Mais Mhm. l'amour, les sentiments, bien la sensation d'amour fait tourner la tête aux gens. Et après, on se retrouve dans des situations compliquées. Donc voilà, pour ceux qui écoutaient le PPP, écoutez ce que je viens de dire aussi, ça rentre dans le PPP aussi. Voilà. Ça rentre, hein. Là, il a parlé des hommes, mais il y a des femmes aussi qui sont bien comme ça, mais c'est vrai, ça rentre, ça rentre. Voilà. Mais après, tu vois, au niveau du travail sur soi, les femmes, si on doit faire un match femmes vs hommes, il y a aucun comparatif en fait. Ah ouais? Les femmes ont compris qu'elles ont des problèmes et qu'elles doivent les régler. La majorité des femmes, en tout cas. Déjà, sur 100 personnes que je vais coacher, il y en a 90 qui sont des femmes. Donc, Ok. les femmes n'ont pas ce souci-là à venir se dire je vais me faire coacher, etc., parce que je ne suis pas forcément tant dans le coaching non plus. Hein. Moi, je dis ce qu'il faut dire et puis on travaille sur les éléments sur lesquels il faut travailler. Donc, oui, elles sont Mhm. conscientes qu'il y aura des choses à faire, il y aura des choses à changer, etc. Les hommes, il y en a qui sont conscients aussi. Ils vont juste arrêter à la prise d'information généralement. Ah, je veux Exactement. savoir ton accompagnement coûte combien. Ah, j'ai besoin de parler et tout. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je travaille dans le marketing, donc je sais comment vendre des choses aux gens et tout, etc. Quand quelque chose t'intéresse, tu trouves les moyens. Quand ça ne Mhm. t'intéresse pas, tu trouves des excuses. Ah, Mhm. ah non, j'ai pas le temps, je dois m'organiser, tout ça, etc. Tu dis à la personne demain, je sais pas moi, Lionel Messi t'attend à Dubaï, il veut te voir. Tu vas voir que la personne Absolument. trouvera un moyen d'aller à Dubaï. Et tu ne sais pas comment, Exactement. la personne doit trouver un moyen. Donc souvent, Mhm. on a toutes ces excuses-là quand on est honnête avec nous-mêmes. Hein. On a des excuses, on a des choses, oui, mais c'est à cause de, c'est à cause de ceci, de cela. Non, quand quelque chose est prioritaire pour toi, on le voit avec le travail. Hein. Tu as beau être fatigué, tu as dormi à 4 heures, tu es paumé. Tu vas te lever, tu vas aller travailler. Parce que tu sais que si on Mhm. t'enlève un jour de salaire, ça ne t'arrange pas à la fin du mois. Donc tu vas prendre sur toi, tu vas aller malgré tout. Ton patron t'énerve, mais tu ne peux pas partir comme ça. Donc tu vas aller le supporter pendant 7 heures et tu vas rentrer chez toi le soir. Parce qu'à la fin de la journée, you have some money, tu peux aller kiffer, faire des trucs et tout ça, etc. Donc, je pense que dans la dynamique des couples aujourd'hui, si chacun fait vraiment sa part, on aura beaucoup moins de dingueries comme on est sur les réseaux. Et si les gens s'écoutent aussi. Parce que les Mhm. femmes, elles ont tendance à ne pas s'écouter. Qu'en Oui, penses-tu? définitivement. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord. Et pendant que tu parlais, en fait, je, je pensais à beaucoup de choses en même temps. Et Mhm. non, c'est pour les hommes, tu as tout dit, hein. C'est ce qui Dis-nous est. Je tout, tu pensais penses à plus. quoi? En fait, je pensais plus en tout cas à des femmes que, voilà, à des personnes que je connais qui, Mhm. ouais, qui savent. Maintenant, Mhm. il y a un gap entre je sais et puis je veux vraiment changer. Et je pensais aussi à moi. Je me disais, mais finalement, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à vouloir travailler sur toi? Parce que, attention, William,
guérir et puis ou bien grandir dans ses émotions, en apprendre et Mmh. tout. C'était pas automatique pour moi, hein. Ouais, Non, non, ben, non, ni parce pour que moi j'ai d'ailleurs, eu, hein, t'inquiète, hein. ah, tu vois, j'ai eu un long moment de, pas de déni, mais de refus, parce que Mmh. j'étais consciente de la profondeur, en tout cas un peu, j'étais consciente de la profondeur du travail. Donc, Mmh. ça m'intéressait pas parce que je savais que Mmh. il fallait aller, voilà, toucher à des choses, j'avais pas envie de Mmh. ça. J'avais, en fait, l'inconnu aussi, je savais pas combien de temps ça allait prendre, comment Mmh. j'allais réagir, à quel point ça allait réveiller des souffrances, tu comprends? C'est Mais je ça. pense qu'à un moment, en tout cas, il y a eu un moment où je me suis dit: «Non, là, ça suffit». En fait, j'étais Mmh. fatiguée. Honnêtement, j'étais fatiguée des mêmes schémas, tu vois? Mmh. Et la dernière, en tout cas, il y a une situation qui était comme la goutte d'eau. Je me suis dit: «Non, là, c'est trop». Tu vois? Là, c'est trop. Mmh. Donc c'est bon, je commence à taffer. Et bizarrement, quand j'ai pris cette décision perso, c'est comme si les choses se sont accélérées. C'était douloureux, Mmh. très Mmh. douloureux, mais ça s'est accéléré, en fait. Mmh. Et puis, tu vois, je continue à être une meilleure personne et honnêtement, je conseillerais ça à vraiment tout le monde, hommes et femmes. Et puis, tu vois, les gens comme Mmh. toi, Dieu, veut ou veut pas, faut le dire, en fait, tu es dans ton couloir et Dieu te conduit là-dedans, en tout cas par sa Mmh. grâce. Et c'est pas des sujets, en fait, qu'on entend aujourd'hui, les réels et tout, pour avoir des likes et tout, on voit, mais c'est pas profond. Il y a pas quelqu'un qui va te tanner là, comme on dit, qui va te, c'est quoi tanner? Qui va te fatiguer H24 Mmh. pour te dire: «Guéris, il faut que tu prennes la décision, il faut nanana et tout». Il y a pas beaucoup de gens comme ça, tu vois? Et C'est tes ça. posts, tes trucs que tu fais, tout ça, je trouve que je connais des hommes, en tout cas, qui regardent, qui ne likent pas, mais ils te regardent, Mmh. ils t'écoutent et je trouve que ça aide, honnêtement. Mmh. Faut pas stopper, quoi. C'est Non, très mais c'est important. top. Merci beaucoup déjà pour ce que tu dis et moi, je vais te partager un peu ma vision des choses, hein. J'ai dit Mmh à mh. Dieu un jour qu'il y a 2 choses avec lesquelles il m'a béni, c'est de me faire comprendre la psychologie humaine et de travailler dans le marketing. Parce qu'en fait, ces 2 mondes-là m'ont emmené à creuser sur l'être humain d'une manière où je me suis dit: «En fait, la base, l'être humain est mauvais. Ça, c'est pas un fait, c'est pas l'être humain est comme ça. Maintenant, une fois que tu l'acceptes et que tu sais comment naviguer avec cette vérité-là, ça te délivre de beaucoup de choses. C'est-à-dire, par exemple, j'ai dit un jour, n'importe qui peut te faire n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que ça doit changer la personne que tu es. Par exemple, moi, de nature, je suis de nature, j'aime donner aux gens. C'est pour ça que je crée du contenu, tout ça, etc. Parce qu'à la fin de la journée, le jour où je ne serai plus là, on pourra revenir sur un des posts que j'ai fait et je sais que ça va t'aider un jour. C'est une manière de laisser un héritage quelque part. Peut-être que mon compte peut sauter un jour, tout ça, etc. C'est pas un problème. Mais je fais le maximum pour laisser ce que je peux laisser sur Terre. Parce que moi, à mon tour, j'aurais aimé savoir tout ce que je sais aujourd'hui là. J'aurais aimé déjà le savoir plus tôt et j'aurais aimé prendre la décision de travailler sur ces éléments-là aussi. Mais c'est pas grave. La vie, tu peux pas vivre dans le passé. Tu vis avec ce que tu sais aujourd'hui, avec ce que tu Mmh sais mh. du passé et tu décides d'avancer. Et deuxième chose aussi, c'est que, comme tu as dit, le fait de bosser dans le marketing fait que je sais comment faire du contenu viral. Je connais les sujets. Là même, j'ai même pas besoin de les de cligner des yeux. Je connais les sujets qui font que les gens like, tout ça, etc. Mais quand tu crées du contenu, déjà, il faut avoir conscience de pour qui est-ce que tu crées ce contenu-là. Comme tu as dit, la majorité de mes contenus, les gens qui sont vraiment concernés en profondeur ne vont pas liker. Certains m'écrivent en inbox, certains écoutent mes podcasts. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je vais des fois sur mes stats, il y a des gens qui m'écoutent en Mauritanie, à Chypre. Je ne connais personne là-bas. Mais tu as des gens qui sont de nulle part, qui m'écoutent des États-Unis, de tout. Des pays même, il y a des pays, tu te dis, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont assez d'Internet pour écouter un podcast? Mais Mmh. les gens t'écoutent de là-bas, en C'est ça. fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le podcast, c'est pour ça que je crée du contenu et tout. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai compris que, pareil pour moi, hein, les gens qui vont te donner le déclic, là, ils ne sont pas Mmh mh. forcément fringants, ils ne brillent pas et tout, etc. C'est un jour, tu es dans une période bizarre, tu t'assois, tu lis un truc, tu écoutes un C'est truc, ça, ça te travaille exactement. pendant des jours et des jours et des jours, tu dis non, Mmh. il faut que je commence ce travail. Donc, en fait, si c'était C'est la même vrai. chose pour moi, je me dis, ça sera au moins la même chose pour quelqu'un. Et ma Mmh philosophie, c'est que quand mh. je fais un post, un contenu et tout, je me dis, ça va aider au moins une personne. Bien sûr, Mmh mh. il y a des milliers de personnes qui me suivent, tout ça, etc. Ça, c'est pas mon problème. C'est-à-dire, le nombre, en fait, ne m'importe pas. Si au moins une personne, ça peut l'aider, c'est largement suffisant. Mmh Et un mh. hack que j'ai utilisé, je dis, la première personne que ça pourrait aider, c'est qui? C'est moi d'il y a 10 ans. Et donc, Ah, chaque fois c'est que je top. fais un truc, je pense à la personne que j'étais il y a 10 ans. Je me dis, ah, si je savais ça, j'aurais fait X, Y, Z. Ok, donc je fais. Donc, tu vois, j'ai pas peur de poster de contenu, j'ai pas peur que ça imparfait, parfait. Non, non, non. Il faut juste que ça sorte. Et quand ça sort, Mmh. il y a des gens que j'ai en coaching me disent, ah, je te suis depuis 4 ans.
Il dit, je n'ai jamais vu ton nom quelque part, tu n'as jamais liké rien. Il dit, si, je te suis depuis 4 ans. Et même des fois, il me dit, il y a 4 ans, je faisais quoi même il y a 4 ans? Donc, je repartis des fois sur des posts de 2021, 2020. Je dis, ah, tu me suis depuis cette période-là. Oui, 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 oui. Un jour, tu avais dit tant, un jour, tu avais fait tant. Bon, quand tu crées beaucoup de contenu, tu sais plus ce que tu dis, mais je dis, ah, ok, vraiment, franchement, c'est important, c'est intéressant et tout. Et je me dis à la fin de la journée, moi, mon père, il est mort du jour au lendemain. En tout cas, il est entré en soins intensifs, il est décédé. Si je meurs demain, là, mes enfants pourront dire, je vais aller sur le Facebook de mon papa, il a peut-être dit quelque chose là-bas qui va m'aider un jour. Et donc, en fait, cette réflexion-là fait que je me dis, OK, il y a ce que je fais avec mes enfants physiquement et il y a ce que je vais leur laisser demain. L'argent, c'est bien. Moi, mon père, il était très riche, il était ministre, etc. Mais c'est pas ça qu'on retient de lui aujourd'hui. On retient de lui les valeurs qu'il nous a transmises. On retient de lui un certain mindset aussi qu'il nous a transmis à l'époque. Et c'est avec ça que tu avances. Parce que l'argent, on sait tous, hein, quand tu vis dans des endroits où tu côtoies des gens qui ont beaucoup d'argent, eux-mêmes, quand ils te parlent d'argent, c'est désintéressé parce qu'ils ont compris qu'il y a plus profond que ça. Oui, ça aide. Tu vas aller dormir dans les meilleurs hôtels et tout. Il y a des gens qui vont te dire, mieux vaut pleurer en Ferrari qu'à vélo. Je dis, c'est très bien, mais tu pleures quand même. Donc, c'est le pleur là dont tu dois t'occuper. Ferrari, vélo, sur un yacht, peu importe, à la fin de la journée, tu pleures. Tu as des traumas, tu as des blessures. Qu'est-ce que tu en fais? Mais je suis convaincu que avec le temps, hein, avec la société, comment est-ce qu'elle évolue, avec les générations qu'on a, tout ça, etc., ces déclics-là se feront petit à petit. Parce que ce n'est pas l'État qui peut te sauver, ce n'est pas le président, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ton mari, ni même ta femme, c'est personne de tout ça là qui peut te sauver. C'est un travail entre Dieu et toi, que tu le veuilles ou non. Même si tu crois même en l'univers, peu importe, il n'y a pas de souci. Ce même univers-là te fait comprendre qu'il y a des choses que tu veux, que tu ne pourras pas avoir tant que ce qui est à l'intérieur de toi n'est pas sorti. Tant que l'état intérieur que tu as n'a pas été changé. Est-ce que ça sera facile? Bien sûr que non. Il y a des jours même, tu vas dire, ouais, le vieux, la situation dans laquelle tu me mets là, non, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des jours, tu cherches un petit papier pour signer, pour mettre j'abandonne. Mais continue, pourquoi? Parce que tu te rappelles, d'où est-ce que tu viens, tu dis, attends, avant d'abandonner là, est-ce que je veux retourner à la personne que j'étais là de 1? Et de 2, est-ce que je vais abandonner après tous ces efforts que j'ai pu faire depuis des semaines, des mois, des années? Puis tu dis, bon, je vais manger un peu d'attiqué avec du poulet, je vais dormir. Demain, c'est un autre jour. On repart pour autre chose. Voilà. Donc, comme tu dis, après, moi, j'aime bien ce que tu fais parce que quand tu dis amoureuse de l'amour, c'est des trucs que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Et pour que les gens changent des fois, il faut les choquer avec d'autres systèmes de pensée. C'est ça qui les aide à changer. Ah non, après tout ce que j'ai vécu, comment ça, amoureuse de l'amour? Et je me rends compte que tu n'es pas la seule. Et des fois, je vois sur d'autres posts où les gens partagent des trucs toxiques et tout. Ils ont dit, c'est pas grave, on aura des gourmets, mais on continue quand même. Parce qu'en fait, fondamentalement, chacun d'entre nous, au plus profond de nous, on croit en l'amour. On croit en l'amour, on veut aimer. On veut être aimé aussi. Tu as beau voir les dingueries qu'il y a sur Terre, tu te dis non. Quand même, pour moi, ça peut être différent. Pour moi, je peux avoir droit à autre chose et tout. Mais quand tu ne l'acceptes pas, tu montres une façade de choses qui ne sont pas bien, etc. Mais encore une fois, la question que je pose aux gens, tu sais ce que tu penses quand tu es sur ton lit le soir. C'est là où tu es toi-même. Quand personne ne te voit, quand il n'y a personne autour, quand il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'abonnés, c'est là où on voit qui tu es. Maintenant, à ce moment-là, de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu recherches? C'est ça qui va te revenir encore et encore et encore. Parce que tu ne peux pas faire rire les gens 24 heures sur 24. Tu ne peux pas être avec les gens 24 heures sur 24. Il y a des moments, même dans une journée, même si tu vis avec 20 personnes dans ta famille, tu seras seul. C'est à ce moment-là où les personnes viennent dire bonjour, tu ne veux pas guérir un peu? Bonjour, tu ne veux pas guérir un peu? Et puis ça revient au fur et à mesure. Donc après, chacun est responsable. On ne va pas forcer les gens, mais on fait ce qu'on a à faire. Et puis les déclics viendront au fur et à mesure. Voilà. C'est ça, exactement. Non, Bon, tu as c'est parlé de exactement travailler ça. sur toi. Tu as parlé de travailler sur toi. Dis-nous un peu. C'était quoi le processus? Déjà le déclic et le processus personnel pour toi. Par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu as identifiées dans le passé qui vraiment te menaient vers le trou et que tu as pu vraiment travailler dessus? Ou est-ce que c'était vraiment petit à petit, par étapes, que ça s'est fait? Voilà, quel était toi ton processus à toi? Bonne question, bonne question. Je réfléchis en même temps, je me suis jamais posé la question. Ah, Alors, j'aime bien, c'est pas? en fait, après le déclic, moi, je suis passée par déclic colère. J'étais fâchée contre moi. Tu Ok. vois, j'étais fâchée contre moi parce que je me disais, mais comment tu n'as pas compris que depuis, tu avais des problèmes? Tu vois? Comment tu n'as pas compris que depuis, en fait, toi-même, tu étais ton propre bourreau à certains moments? Tu comprends? Donc ça a pris quand même un petit temps. Et puis après, j'ai demandé de l'aide.
Tu vois, OK. moi, j'ai demandé de l'aide. Moi, ça va avec ma personnalité. C'est ça Mmh. aussi. Je n'aime Mmh. pas la souffrance, Seigneur. Je n'aime pas la souffrance. Donc, ça fait que je demande de l'aide, en fait. Je demande vraiment de l'aide, moi. Donc, j'ai demandé de l'aide. Et puis, comme j'étais, en tout cas, Dieu avait bien préparé les choses aussi parce que j'étais entourée pas de beaucoup de gens, mais de certains OK. amis et proches qui sont en fait le modèle de ce que je voulais ou de la OK. qualité de vie que je veux. Tu vois? Donc, je me disais, Mmh. mais comment ces personnes-là Mmh. ont fait pour être comme ça tout en sachant que je les connaissais avant? Tu Mmh. vois? Donc, c'était comme, c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est pour ça que c'est bien beau de jaser, de parler, mais Mmh. il faut être avant de Mmh. faire. Parce que C'est ça. c'est comme ça que les gens souvent s'identifient en fait à nous. C'est pour ça que aujourd'hui les influenceurs, tout le monde peut pas s'auto-proclamer influenceur parce que Mmh. en même temps, bon, il y a des mauvais influenceurs, il y a des bons influenceurs, mais nous, en tout cas, on doit être de bons influenceurs parce que les gens s'identifient vite. Et comme C'est tu as ça. dit, les gens s'identifient à ce que tu shows, à ce que tu montres enfin, dans ta journée. Mais quand tu es sur ton lit, tu peux être une autre personne, mais malheureusement, il y a d'autres qui attendent la personne que toi, tu as montré tout le temps. Mmh. Tu vois? C'est ça. Donc, moi, en tout cas, j'étais bien entourée, en tout cas, de personnes qui, j'ose croire, quand elles vont dormir, vraiment, elles sont ces mêmes personnes-là, tu vois? Mmh. Bien évidemment, elles ont des défauts et tout, mais c'est pas ça le sujet. Donc, j'ai demandé de l'aide, j'ai approché, bien évidemment, je saute ça, hein, mais j'ai prié beaucoup. Mmh. Donc, je vais Mmh. prier. Honnêtement, il Mmh. faut le mentionner. C'est ça. J'ai vraiment prié pour dire vraiment à Dieu que là, ça va pas. Donc, la vulnérabilité, moi, j'embrassais pas du tout la vulnérabilité avant, parce que pour moi, OK. avant, être vulnérable, c'était totalement une faiblesse. C'est comme ça Mmh. que je pensais. Je pensais que si tu dis à William, William, là, c'est un peu chaud. Ou bien si tu dis à ta Mmh. sœur, ah, franchement, là, voilà ce que je ressens. Ou bien même s'il y a une larme même qui coule, pour moi, là, c'était une faiblesse de malade. Donc, Mmh. imagine, j'étais totalement emprisonnée dans tout à cause, bref, de mauvaises Mmh. perceptions. Du coup, quand j'ai demandé de l'aide, ça a débloqué quand même ce côté de vulnérabilité qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis, en fait, d'être moi-même déjà. Mmh. Voilà. J'avais besoin d'être moi-même. Ça faisait partie du processus parce qu'on ne peut pas m'aider si je ne viens pas à toi tel que je suis ou bien si voilà, je ne me montre pas vraiment tel que je suis. Donc, C'est avant ça. même de demander, quand je demandais de l'aide à certaines personnes, moi, je leur disais clairement, je leur disais, hey, si tu penses que je vais être la chrétienne parfaite ou bien la fille nickel, bah, Mmh. désolé, si tu peux pas m'aider comme je suis, parce que parfois, je vais te sortir des choses qui vont peut-être te choquer ou bien que tu vas pas aimer. Mmh. Mais c'est ce que je suis maintenant. Et c'est de ce Mmh. maintenant-là qu'il faut me prendre, en fait. Donc, c'est C'est comment? ça. Et par la grâce de Dieu, je pense que j'ai été connectée à des personnes qui, franchement, je les ai fatiguées dans la période là, mais Mmh. j'ai jamais senti, en tout cas, que je venais avec un poids, genre pour eux, OK. que j'étais un poids pour eux, tu vois. Mmh. Donc, Mmh. déjà, ces personnes-là m'ont accueilli, ça faisait partie du processus. Donc, demander de l'aide. Et puis après ça, bah, il fallait que j'accepte que bon, l'alcool là, ça fait mal parfois. Tu vois, ça c'était Mmh. ça honnêtement dans ce processus-là, c'était le truc le plus difficile. Honnêtement, parce Mmh. que tu fais face à toi-même, à ton miroir. Je vais donner une petite anecdote. Une fois, je sais pas si elle va écouter, mais je sais pas, je vais lui partager ça. J'ai une des OK. pasteurs de la jeunesse de l'église où je vais. Je l'ai invitée. Moi, en fait, je Mmh. voulais la voir, tu Mmh. vois. Et je l'ai invitée à la maison. J'ai dit, viens, on passe la soirée, tout ça. Elle est venue chez moi et elle m'a dit, mais ah, pourquoi tu m'invites? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Je lui ai dit, non, ça faisait longtemps, tout ça. Et pendant que j'étais là, je m'affairais en cuisine, on va cuisiner, je vais tout ça. Tu sais, on parlait, hein, et elle est partie chercher, elle m'a dit, est-ce que tu as un miroir, Mmh. William? Donc, je lui ai dit oui. Donc, dans ma tête, Mmh. je suis en cuisine, tu peux pas de miroir. Oui, j'ai un miroir. Elle est Mmh. allée chercher mon miroir du salon pendant que j'étais en cuisine. Et tu sais ce qu'elle a fait? Mmh. Elle a placé le miroir devant moi. Puis elle m'a dit, quand tu finis de t'affairer en cuisine, là, regarde-toi. Mmh. Donc, j'étais comme, là, quand je me suis retournée, j'ai regardé le miroir. C'est bizarre. Je passe devant mon miroir tous les jours. Mmh.
Mais quand je me suis regardée, je te dis, j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que je me voyais. C'est ça, hein, il y a une différence entre, en tout cas, c'est ça, il y a une différence entre voir et regarder, c'est différent. C'est ça. En tout cas, je passais et tout. Mais quand j'ai pris vraiment le 5 minutes pour regarder la fille que j'étais, c'est vraiment bizarre. Je pense que c'est là que j'ai vu, en fait, la fille épuisée émotionnellement, la fille qui avait vraiment besoin, en fait, qu'on la porte. Parce que nous autres, là, les personnalités que nous sommes, on donne, on veut toujours aider. On veut C'est toujours ça. donner. C'est les autres, tu vois. Mais moi, dans mon cas, les autres, dans le temps, pas maintenant, mais dans le temps, c'était plus pour moi échapper à ma réalité aussi. Pas échapper, c'était pas méchant, mais c'était un peu comme, voilà quoi, du style, bon, toi, mets-toi à côté. Si tu fais du bien aux C'est ça. autres, peut-être que ça va réjaillir, mais ça guérit pas ça là. C'est ça. Ou bien, ça guérit pas. Donc, Tout à bref, fait. demander de l'aide et puis prendre conscience aussi de son problème et puis vouloir intentionnellement travailler. Je suis passée par des exercices, je suis passée par des pleurs, je suis passée par des fois où des potes à moi, hello Fabrice, si tu regardes ça. Fabrice Family, non, il faut que je le mentionne. En tout cas, Fabrice, ah non, parfois là, il me saoulait quoi. Honnêtement, il faut qu'on se le dise, Fabrice, toi-même tu sais, il m'énervait parce qu'il me disait parfois des choses que je voulais pas entendre. Ou bien il me faisait en fait réaliser certaines choses C'est que je ça. voulais pas. Tu comprends? Mais ça m'a permis, mais c'était dans l'amour. C'est pour ça que, William, encore une fois, il faut avoir des gens qui vous aiment, il faut avoir des gens qui prient pour vous, il faut avoir des C'est gens ça. doux, mais en même temps équilibrés, qui vont vous dire, hey, viens, je prends ta main, on traverse, arrête tes C'est ça. conneries. Tu vois, non? Et puis bon, ça aussi, ça part de l'intention pour changer. Donc, bref, c'est un peu ça mes étapes que je conseille aux gens. Non, mais c'est top, c'est top, c'est top. Bon, moi j'en ai pas beaucoup parlé, enfin, j'en ai parlé dans les posts et tout, mais moi, mon déclic, ça s'est fait. Bon, déjà, j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans, j'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans. Et en fait, tout ce temps-là, moi, je pensais avoir fait le deuil. Je me suis dit, non, je suis passé à autre chose. Voilà, je suis devenu un gars fort, tout ce que tu veux, etc. Sauf que il y a des choses qu'on doit comprendre quand tu vis des deuils, par exemple, et pour ceux qui ont vécu le deuil. Pendant le deuil, là, il y a une grosse période qui s'appelle le déni. C'est-à-dire, c'est la période la plus sensible et la période la plus difficile parce que tu ne te rends pas compte que tu es dans le déni. En plus, quand on est des bons chrétiens et tout, le Seigneur, ok, Dieu fait, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que toute guérison, ça passe par traiter la charge émotionnelle qui a affecté à l'événement qui t'a blessé. Donc, je prends un exemple, tu as vécu une relation traumatique, mais il y a une charge émotionnelle qui est associée à cette relation-là, que tu dois relâcher à un moment donné pour pouvoir passer à autre chose. Et le deuil, en fait, ce qui se passe, moi, quand j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans, et du coup, je commençais à peine mon adolescence. Et donc, du coup, je le perds à une période assez phare de ma vie où quand même j'avais besoin de quelqu'un. Et comme je n'ai pas grandi avec ma mère, mon seul repère à la fin de la journée, c'était mon papa. Donc, le père, à ce moment-là, donc, quand je l'ai perdu, on était un jeudi, je crois, à la maison, un jeudi, un truc comme ça. Il fallait aller chez un cousin, donc après, il fallait faire les funérailles, etc. Il fallait encore repartir à l'école, donc vivre sa vie, tout ça, tout ça. Donc, tu es quand même toujours entouré. À cet âge-là, tu as 12 ans, donc il y a des gens autour de toi, tout ça, etc. Tu ne penses pas trop à ça. Quand je suis arrivé en France, j'ai perdu ma mère en août. En septembre, je suis arrivé en France. Et en fait, c'est là que ça avait un peu commencé. Pas totalement, mais un peu. Je me suis dit, en fait, c'est une dinguerie quand même. J'ai perdu mes deux parents. Ok, on est en France et tout. Et l'Occident, pour ceux qui veulent venir en Occident, ça va te mettre face à toi-même, d'une manière ou d'une autre. Parce que si tu es seul, il n'y a pas quelqu'un, la famille, tout ça, etc., tu es seul. Donc, ça va te mettre face à toi-même. Même là encore, ce n'était pas trop le déclic et tout. C'est quand j'ai rencontré mon épouse et que, au fur et à mesure, on a avancé dans la relation et tout, et que mon premier fils, Mathis, à l'époque, quand il était enceinte de Mathis, je me suis dit, tu vas devenir un papa. Qu'est-ce que tu vas donner à cet enfant-là? C'est cette question que je me suis posée, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ah, c'est pas faux. Hein? Et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire le deuil de mon papa. J'ai commencé à faire le deuil de ma maman. Je me suis dit, ok, ils sont vraiment partis, tout ça, etc. Et c'est là où j'ai fait sortir toute la colère que j'avais parce qu'elle était enfouie. Hein. Elle était là. Mais je me suis dit, non, il n'y a rien, tout ça, etc. Et c'est là où ma relation avec Dieu ça a changé parce que j'ai commencé à lui parler comme un vrai papa. On dit, tu es le père des orphelins. Jésus, là, il t'a dit tout ce qui est sur mon cœur. Que je ne peux pas comprendre. Moi, je suis venu sur terre, j'ai rien demandé à quelqu'un. Mes parents s'en vont, ma mère s'en va, mon père s'en va. Est-ce que j'aurai une réponse à cette question? Je n'en ai aucune idée. Mais au moins, j'ai fait sortir cet élément-là. Et ensuite,
là, ça s'est un peu accéléré parce que justement, j'ai pris conscience du truc, commence à lire des livres, à me faire coacher, à suivre des formations, à faire tout ça. Et tu te rends compte que, en fait, c'est une partie de ta vie, en fait, que tu dois revoir. Ça fait Exact. peur au premier abord. Ça fait peur. Mhm. Parce que tu te dis, en fait, toutes ces années-là, en fait, je me suis menti à moi-même. Mhm. C'est comme ça que j'ai appris à être super drôle, parce que je voulais apprécier des gens. Donc, ça m'a permis aussi Mhm. d'apprendre un peu de psychologie humaine de manière inconsciente, parce que tu sais comment les gens fonctionnent, comment les gens réagissent, Mhm. etc., etc. Mais ça, c'était du people pleasing. C'était pas du leadership ou bien des trucs comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, je fais rire les gens parce que je veux juste mettre les gens à l'aise pour avoir des interactions, etc. Voilà. Après, tu m'aimes pas. Ça, franchement, j'ai passé cette étape-là. Mhm. Mais à l'époque, c'était ça. Il fallait que je sois apprécié des gens. Il fallait que je sois la personne parfaite sur tous les points, etc., etc. Parce que ça venait, un, de l'éducation, et deux, du fait que dans ma tête, j'avais cette image-là que je devais continuer d'être la personne parfaite. Parce que c'est comme ça qu'on allait m'accepter. C'est comme ça qu'on allait m'aimer. Ah, la personne dévouée à 100%. Non, moi, tu pourrais m'appeler à 4 heures du matin. Si je suis debout, je viens. Parce que voilà, tu as besoin de moi. Mhm. Non, non. En 2024, là, tu m'appelles à 2 heures, généralement, je dors. Hein. Oui, oui, c'est ça. Si tu as un Avant que ça problème, Jésus est là. soit urgent. Voilà. C'est ça. Voilà, peut-être si c'est ma femme, elle est un numéro qui passe toujours, ça peut passer. Mais si tu es à l'autre bout du monde, vraiment, il y a le numéro d'urgence là-bas. Après, je vais t'appeler quand je vais Mhm. me réveiller. Voilà. Maintenant, si je me lève au milieu de nuit que je vois, peut-être, si j'ai quelqu'un en tout cas qui est dans mon cercle proche, peut-être que je vais être appelé et tout. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas Jésus, mais je ne suis pas Dieu pour dire que demain, si je n'interviens pas, tu vas mourir. Mais en fait, ce processus Mhm. a pris du temps. Ça a pris au moins 2 ans de manière concentrée pour faire tout ce travail-là. Et ensuite, je me suis dit, OK, donc, en fait, tout ce que j'ai vécu là, ça va me servir maintenant pour demain. Bien sûr, hein, tous les traumatismes laissent des traces. Hein. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler, tout ça, etc. C'est là aussi que j'ai commencé à apprendre la solitude. Pas la Mhm. solitude négative, mais la solitude pour se connaître soi-même. Ça, c'est beaucoup de choses. C'est une chose dont les gens ont peur. Quand je parle de solitude aux gens en coaching, ils ont peur. Je dis non. La meilleure version de toi-même, là, tu vas la rencontrer seule. C'est pas avec les C'est gens ça. d'abord. C'est toi seul. Mhm. Parce que j'ai appris aussi avec le temps que une âme des plus dangereuses pour ton ego, là, c'est les flatteries. Donc, quand les Mhm. gens m'applaudissent, les gens disent, oh, coach, là, vraiment, nos vies ont changé et tout. Je mets des petits likes, des petits cœurs. Mais je sais qu'à la fin de la journée, c'est pas ça que je dois regarder. Par Exactement. exemple, une voix que j'écoute beaucoup, c'est la voix de ma femme. C'est quand elle me dit les trucs Mhm. durs et difficiles, là. C'est ça qui me fait travailler. C'est parce que Mhm. les gens vont toujours apprécier. En plus, sur les réseaux, tout le monde aime bien féliciter, tout ça, etc. Je dis non, non, non. C'est les trucs durs, là, que tu prends. Et ça fait que, à force aussi, j'ai appris à être très exigeant avec moi-même. C'est pas Mhm. toujours évident. Mais en fait, l'exigence que il n'y a personne d'autre qui aura cette exigence-là par rapport à moi-même. Donc, ça fait que je Mhm. continue de travailler dessus. Donc, j'ai appris à la fois l'exigence et la flexibilité pour être tolérant aussi. Donc, je suis à la fois exigeant et tolérant, patient et sérieux, etc. Mais ça, c'est vraiment un travail personnel que tu dois faire. Moi, la guérison Mhm. intérieure, je dis aux gens, c'est tous les jours. Hein. C'est pas une fois le samedi soir, je m'assois. Non, 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 non. C'est tous les jours que tu es confronté à tes Tous les émotions. jours. Tous les jours, tu es confronté aux gens. Qu'est-ce que tu fais quand tu es confronté à ces personnes-là? Et une attitude que j'ai appris à développer, c'est qu'est-ce que j'apprends de chaque interaction avec les autres. Voilà. Mhm. Ah non, telle personne, quand je la vois là, je l'envie. Je dis non, tu ne l'envies pas. Il y a quelque chose en elle qui réveille quelque chose en toi. C'est quoi? Quand Exactement. tu C'est ça. l'identifies, tu te dis, ah, ok, j'aime le style de vie qu'elle a et je trouve que c'est Mhm. injuste parce que je n'ai pas ce style de vie. J'ai dit, voilà, là, c'est le problème. C'est injuste Mhm. pourquoi? Est-ce que tu as fourni les mêmes efforts que la personne? Ou est-ce que tu as obéi aux instructions auxquelles tu devais obéir pendant que c'était le temps d'obéir, etc., etc. Et souvent, tu verras que la plupart du temps, tu as la part de responsabilité sur les choses que tu n'as pas encore. Il y a des choses qu'on ne peut pas Mhm. expliquer, mais la majorité des choses de nos vies, tu peux les expliquer par ta propre part de Mhm. responsabilité. Et quand tu sais Mhm. ça, tu prends le taureau par les cornes, tu travailles sur ce qu'il faut travailler. Ça ne sera pas agréable, bien sûr. Mais si tu veux que ta vie change, tu dois passer par là. Donc, soit tu C'est ça, observes ta vie exactement. et tu attends que comme par magie, elle change. Spoiler, elle ne va pas changer. Soit tu Ça dis, va OK, bien. dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai à faire de mon côté et qu'est-ce que je peux faire et je ferai ce que j'ai à faire. Et la responsabilité, c'est quelque chose de pas évident. Hein. Les gens disent, ouais, sois responsable, sois responsable. Mais même, il y en a qui disent ça, là, qui ne sont pas responsables. C'est Toutes sûr. ces choses-là, comme tu dis, les gens parlent beaucoup. Mais entre le parler et le faire, il y a un monde, généralement. Et ce Ouais, monde-là, ça c'est se ça. passe dans le secret. Ça se passe toi avec toi-même, toi avec Dieu, toi avec tes émotions, toi avec tes pensées, toi avec tes actions, toi avec tes paroles, etc., etc. Donc, voilà quoi. Petit à Et petit, en puis tout là, cas, les gens peuvent tu as changer. dit quelque chose, Mhm, et je sais que je ne l'ai pas mentionné, mais le mhm, déclic aussi est venu après le deuil. Hein. Moi, après le départ mhm, de mon père, mhm, honnêtement, c'est comme si tu as réveillé en fait tous les sentiments d'abandon. Parce que bon, moi, mhm. est-ce que c'était un sentiment d'abandon que j'ai senti? Je ne sais même plus.
En tout cas, ça a ressorti toutes les insécurités parce que je me sentais seule. Alors que William, je vis Mmh. seule depuis, en tout cas, je vis loin de mes parents depuis C'est ça. longtemps. Mais Mmh. bizarrement, ça a mis à nu, en fait, la solitude émotionnelle que j'avais, tu vois, Mmh. que je ne connaissais pas, en fait, tu vois. Et après, je pense que ça a pris 6 mois de déni aussi. Moi, ça a pris 6 mois de Mmh. déni. Et puis, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que je veux rester dans ça? En fait, tu vois, la peine était, le fait de découvrir ça, c'était plus lourd que le fait voilà, de continuer la vie que j'avais avant. Donc, je me disais, C'est ça. Joe, non, non, plutôt la vie que je voulais avoir. Donc, je me disais, Joe, non, Mmh. il faut que ça change, il faut que ça change, je peux pas. Peu importe, on va gérer. Et puis, bon, tu vois, quelqu'un qui est comme moi, je n'aime pas trop l'inconnu. Je suis Mmh. très, il faut que je maîtrise où est-ce que ce dans quoi je mets les pieds. Mais là, bizarrement, je me suis dit, non, ça, je connais déjà. Je sais que déjà, ça marche pas, ça fait mal. Il y a quelque chose devant. Donc, bam, je me suis dit, OK, on y va. Et puis, depuis, je regrette pas de prendre le temps avec le Seigneur voilà, de me laisser bâtir là. C'est vraiment priceless. Donc, Ah, c'est je top. vous encourage. Et dans les moments où ça va moins bien, comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, dans les moments où ça va moins bien, je parle encore une fois. Tu sais, par exemple, moi, on m'a appris à pleurer. J'ai fait un suivi de deuil. OK, Je sais que OK. dans notre culture à nous, moi, dans ma culture, en tout cas, le suivi de deuil, les gens ne connaissent pas. Moi, je ne savais pas c'était quoi un suivi de deuil. Et Dieu était tellement bon qu'il m'a placée, en fait, dans un environnement où, voilà, dans le temps, hein, je travaillais dans une fondation en soins palliatifs. Donc, soins palliatifs OK. qui veut dire les derniers soins qu'on donne à des personnes qui vont mourir dans un court laps de temps. Donc, Mmh. voilà, moi, je travaillais dans cette fondation-là. Et il y avait le suivi de deuil vu qu'on côtoyait des endeuillés. Donc, OK. tu sais, les gens. Et puis, figure-toi en passant que mon travail, hormis la gestion de l'administration, c'était de pouvoir répondre aux endeuillés. C'est-à-dire, allô, comment vous allez aujourd'hui? De quoi vous avez besoin? William, je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de guérir depuis 15 ans, depuis 20 ans. En fait, Mmh. j'étais là, je dis, mais what? Comment vous faites pour vivre, en fait? C'est parce qu'ils ont eu un déclic après ou bien tout C'est simplement ça. un désir de get over ce qu'ils Mmh. traversaient, tu vois. C'est ça. Euh, mais c'est ça, quoi. C'est avec ce temps-là, quand j'étais dans cet environnement-là, j'ai fait le suivi de deuil. On m'a appris à pleurer, tu OK. vois. Donc, on m'a appris à pleurer. On m'a dit, quand tu vivras, hormis le deuil des moments compliqués, pleurer, ça fait du bien. Ça permet de nettoyer. Ton âme est en train d'exprimer quelque chose. Il faut que ça C'est ça. sorte. Les Mmh. émotions, là, il faut que tu les dises. Il faut que ça sorte quelque part. Bien évidemment, pas à tout le monde, pas sur les réseaux, à Exactement. tout le temps noter les choses et tout. Sur les réseaux sociaux, là, les gens sont pas là-bas pour. On va sur les réseaux pour penser autre chose. On va pas sur C'est les ça. réseaux pour faire, je sais pas, de la thérapie. Non, tu peux tomber, en tout cas, on peut tomber sur des loups qui vont encore plus. Les gens sont, en fait, Mmh. comme tu as dit, c'est la jungle, hein. Donc, il C'est faut ça. aller chercher de l'aide au bon endroit. C'est En tout ça. cas, donc moi, j'ai appris à pleurer. J'écris aussi ce Mmh. que j'écris. J'ai mon petit cahier. J'écris. Ça fait un peu très chocolat, mais ça marche. Ça marche. Je confirme. J'écris. C'est ce que je conseille à tout le monde quand je prends un coaching, Ah ça ouais? marche. Ça marche. Ah, tu vois? Ça fonctionne, hein? C'est ça. Ça fonctionne. Ah ben moi j'écris et puis aussi je prie, ça c'est clair. Moi je pense que Mmh. la prière là ça accélère beaucoup de choses. Je prie et puis je Mmh. parle à mon cercle privé. OK. J'ai mon cercle privé. On n'est pas, c'est pas 5 personnes même. Mmh. Mais je peux être moi-même avec eux et vice versa. Donc je Bon, prie et c'est puis top. je leur parle et puis voilà, on avance. C'est top. Et puis parfois Alors, je dors aussi, ouais, dormir. Souvent là, c'est William tout. va Allez dormir. dormir. Demain c'est une nouvelle journée. C'est ça. C'est ça. Et juste pour revenir sur l'histoire du carnet, pour quelqu'un qui écoute, qui se dit: «Ah, mais c'est quoi l'histoire du carnet?» En fait, ça, je Ok, recommande un coaching. Pourquoi? Alors, tout est parti d'une citation que j'avais lue à l'époque. C'était il y a, je sais pas, il y a peut-être 6, 7 ans, et cetera. Et le fait de pratiquer aussi, ça m'a montré les vertus de ce truc-là. En fait, il y a un écrivain qui a dit que la main est l'extension de ton esprit. Il avait dit une citation comme ça. Et je me suis dit: «Waouh, c'était beau ça». Et en fait, ah,
Et ce Allô, rush, allô? c'est à cause de moi. Merci. T'inquiète, ça Là, arrive. tu m'entends? Oui, je t'entends, tu m'entends? Allô, allô? Vive la Ah, technologie. c'est bon, tu m'entends? Et bizarrement, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui, là, tu m'entends, j'imagine. Oui, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends aussi. Désolée, Ok, j'ai eu un bug, je sais pas pourquoi. il n'y a pas de souci. Ça arrive. Ok. Ok. Bon, donc je parlais du fait d'écrire. Voilà. Et en fait, quand tu écris, ce que les gens ne font pas, c'est que quand tout est dans ta tête, ça crée le brouillard mental. Donc, tu as trop de pensées, tu as plein de choses avec lesquelles tu deals, etc. Et quand tu écris, tu prends une partie de cette charge, de ce fardeau-là, tu le fais sortir parce que tu l'as écrit. Une autre astuce, je dis, tu peux t'enregistrer des notes vocales si tu veux. Il y en a pour qui ça fonctionne. Mais au moins, tu fais sortir tout ce à quoi tu penses, tout ce que tu ressens, et tu le mets sur papier. Et en fait, le fait de le faire régulièrement, tu apprends justement à faire face à ce que tu ressens. C'est inconscient, tu apprends à faire face à ce que tu ressens, Mhm. à nommer tes émotions, à nommer tes ressentis, tout ça. Et tu apprends à avancer petit à petit. Et quand tu reviens dessus 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois après, tu dis, ah, ce jeu-là, vraiment, c'était compliqué. Hein. OK, mais je suis plus au niveau où j'étais, etc., etc. Et il y a une psychologue américaine qui en a parlé, j'ai oublié le nom de ce qu'elle disait, mais c'est recommandé aussi à toutes les personnes qui font de l'accompagnement, du coaching, etc., parce que ça aide vraiment. C'est quelque chose de très pratique. Quand ça va pas bien mentalement, même en dehors des émotions et tout, hein, quand tu as un projet, tu as des choses que tu veux faire, que c'est flou dans ta tête, tu écris. Ou alors tu dessines. Au moins, ça devient beaucoup plus clair sur papier, sur dessin, etc. Et ça, c'est quelque chose que je recommande en tout cas. Comme tu as dit, écrire, ça passe. Pleurer, ça passe aussi. Ah non, mais les dernières années, j'ai appris à pleurer parce que il y a des choses que tu ne fais pas sortir depuis des années. Ah, tu es là, tu luttes jusqu'à tu as mal à la tête. Il faut pleurer, ça Mhm. va finir. C'est pas grave. Pleure, pleure. Personne ne va te juger. Si même on te juge, c'est pas grave. Ouais. Pleure quand même. Voilà. Bon, Annette, ça Mhm. fait bientôt 1 heure, on est ensemble. Et puis, tu sais, souvent, Ah, on est en décalé. Vas-y, vas-y, je ouais, t'écoute. vas-y. Je t'écoute, je t'écoute. Ah, on est en décalé là? Oui, Oh, légèrement. ok. Non, je disais que souvent, les gens pensent que pleurer, c'est ça. Pleurer, la personne va se dire non, on va me juger. Mais en fait, c'est parce qu'elle-même, elle se juge. C'est parce qu'elle-même, en fait, elle se voit comme ça. Donc, elle pense que directement, voilà, c'est ce qu'elle aura. Mais parfois, en fait, en tout cas, dans la plupart des cas, les gens même ont juste besoin. Les gens ne veulent pas te voir pleurer, en fait. Les gens ne veulent pas te voir souffrir. Donc, voilà, si c'est les bonnes personnes, ces personnes-là vont t'aider. Donc, franchement, moi, j'encourage les gens à être vraiment eux-mêmes, à rechercher la personne véritable, voilà, qu'ils sont en fait, ou qu'elles sont, tout simplement. Et puis, c'est pas forcément toujours, OK, je cherche la meilleure version, je cherche la meilleure version. Pour chercher la meilleure version, il faut déjà être soi-même. Donc, il faut commencer par le début. C'est vraiment important dans les affaires de guérison et tout ça, surtout les filles. Moi, je suis une femme, donc je connais mieux notre fonctionnement. Mhm. Surtout nous, là, avant d'aller encore en relation, pour éviter de sauter, retomber dans les mêmes choses, tout ça, honnêtement, il faut embrasser la personne qu'on aime maintenant pour pouvoir aller mieux devant, honnêtement. Mhm. Donc, si ça demande de pleurer, ça demande de pleurer. Ça demande de crier. Tu vois, moi, je ne suis pas très conformiste, William. Quand on me connaît bien, je ne suis pas très conformiste dans le sens que euh, tu vois, je suis pas la meuf qui, quand elle arrive quelque part, voilà quoi, elle est comme tout le monde. J'aime ma personnalité, j'aime le fait que je sois Adnet, c'est moi. Je veux pas autre personne. Mais ça a pris du temps aussi pour pouvoir arriver à forger cette réflexion-là. Donc, honnêtement, Mhm. ça, je mets un point d'honneur là-dessus pour guérir. Il faut commencer à accepter ce qu'on est aujourd'hui parce que ça ne va pas rester comme ça éternellement. Voilà. C'est ça. Si en tout cas, on veut changer. Ben, j'aime bien ce que tu viens de dire et je pense qu'on pourra terminer avec ça sur ce podcast. Le fait de se connaître, de s'accepter tel qu'on est. J'ai beaucoup la question, mais venant de toi avec ta version, avec ton ressenti, avec ton expérience, quelles sont 3 choses qu'il faudrait faire pour réellement apprendre à se connaître et apprendre à s'accepter tel qu'on est? Alors, 3 choses qu'on pourrait faire, que je pourrais Mhm. dire, c'est ben, la première,
encore une fois, ça fait cliché. Mais la première des choses, avoir en tout cas une vie intime de prière. C'est important, je le mentionne tout le temps, mais c'est important. Il faut désirer le faire. Maintenant, faire des exercices. Moi, aller par exemple en coaching. Moi, je suis partie en coaching avec quelqu'un et la personne m'a fait. Les exercices étaient ridicules selon moi au début, mais j'ai écrit ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes qualités. En tout cas, faire un retour à soi. Tu vois, faire un retour à soi. Et ça m'a permis tout simplement de regarder le squelette de la personne que j'étais, en fait, ou que je suis vraiment. Parce que, voilà quoi, pour apprendre à se connaître, c'est moi. En tout cas, tout est à propos de moi. Donc, il faut faire un retour à soi-même. Ensuite, ben, ça, c'était la deuxième chose. Et puis après, être intentionnel dans son processus. Être intentionnel, c'est-à-dire, même, c'est bien beau de faire tous ces exercices-là, mais dans la vie pratique, OK, il faut pouvoir mettre ce que tu découvres en pratique. Dans le sens que si j'apprends aujourd'hui, OK, que je n'aime pas le mensonge, admettons, c'est un exemple comme ça. OK, moi, je sais que je n'aime pas le mensonge, c'est quelque chose que je n'aime pas. Bah, quand tu te retrouves dans des situations où ça te demande d'être comme ça ou bien d'accepter des personnes qui font ou qui sont ce que tu n'aimes pas, bah, écoute, tu as des limites, tu construis tes limites, tu te dis non, ça, c'est pas quelque chose avec quoi je veux fonctionner. Et puis voilà. Et puis on commence comme ça, tu vois, c'est dans la pratique là. Voilà, il faut mettre aussi ce que tu apprends de toi en pratique pour pouvoir avancer. Donc moi, mes 3 points, c'est ça. La première, c'est demander de l'aide à celui qui nous a créés. En deuxième position, prendre des coachings, s'informer, faire un retour à soi et tout ça. Et puis, en demandant de l'aide. Et puis, en troisième position, bah, être intentionnel dans la pratique, quoi. Voilà. Ah ben c'est top. En tout cas, merci beaucoup, Adnet. Ça fait déjà 1 heure de podcast. J'essaie de ne pas dépasser 1 heure pour le moment. Hein. On n'est pas encore au stade où je fais des épisodes de 3 heures, mais ça viendra. OK. Donc, merci pour ton temps. Ça fait Merci pour plaisir. tout ce que tu as eu à partager pendant cet épisode. Je sais que tu reviendras sur le podcast. Je ne t'ai pas encore dit, mais je t'ai dit déjà. Tu reviendras pour d'autres sujets. Voilà. Et tout ce que je peux te dire, en tout cas, c'est merci d'être toi. Parce qu'en fait, c'est quand chacun d'entre nous, on est nous-mêmes, ça permet d'apporter chacun sa saveur au domaine dans lequel on est, dans l'environnement dans lequel on est. Je sais que tu fais beaucoup de choses au Canada, tu fais des choses en Côte d'Ivoire, tout ça, etc. Et que vraiment, pendant les prochains mois, les prochaines années, non, pas les prochaines années, les prochains mois, tu puisses trouver la personne vraiment qui te convient. Parce que nous, on veut danser. Voilà. On a nos costumes depuis le placard. On doit les sortir. Voilà, les ballets sont prêts déjà. Il ne reste plus que la personne pour qu'on puisse danser. Voilà, donc que tu trouves cette personne-là qui te correspond vraiment pour que tu nous sortes la suite du PPP. Donc tu dis comment j'ai trouvé le PPP. Tu vas nous sortir ce livre-là. Voilà. Tu vois, non? Le tome 2, tu vois? PPP tome 2. Parce que là, on est au 1, on attend le 2. Quand il y aura les enfants, PPP tome 3, bref, etc., etc. Voilà. Et que tu continues ce travail que tu as commencé sur toi-même. Continue d'être une amoureuse de l'amour. On a besoin de gens comme ça pour aider d'autres personnes. Et voilà quoi. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur ce podcast. Et je sais que tu reviendras bientôt. Merci, William. Allez, tout le monde, abonnez-vous. Cherchez Adnet Tonato sur toutes les plateformes Instagram, Facebook. On peut te trouver où encore? Instagram, Facebook, c'est tout. Le reste, ça essaie de limiter. Donc, Instagram, Facebook principalement. Elle a aussi des pas de danse secrets pour vous, mais ça, vous verrez ça sur ses réseaux sociaux. En tout cas. Allez, ciao Adnet, à bientôt. Allez, bye William, merci.